Salut à tous, c'est François et aujourd'hui je suis chez Ciné Cascade. Alors j'ai du bol, j'ai été invité et alors j'ai failli arriver en retard et puis j'ai bien fait de venir parce que j'ai découvert les câbles, les sous-sols, etc. Et donc j'ai vu tout plein de trucs qui m'ont fait rêver. Quand on est fan de voitures, Ciné Cascade c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et donc pour rencontrer Jean-Claude Laniez pour son livre que j'ai acheté. Et après, je me suis dit, il faut que je le voie. Donc, par relation, j'ai eu le contact. Et donc, Jean-Claude Lianès, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le patron de Ciné Cascade. Et puis, le titre de son livre, il fait la synthèse. Il s'appelle Doublure, ma vie de pilote et de cascadeur de cinéma. Alors, on en parlera, on dérivera autour de ça. Mais sa société et lui, à travers lui, a fait 1700 films où il y a des cascades. Et donc, les plus connus, c'est La mémoire dans la peau, Ronin. On a fait aussi le boulet. Voilà, Boulet. beaucoup de productions françaises. Ouais. Aussi en policier, où tu fais quasi systématiquement, Ouais. tous les Olivier Marchal. Oui. Donc voilà, donc là encore un en cours. Oui. Donc on se retrouve pour faire le portrait chinois de Jean-Claude Laniez. Alors, on va parler un peu. Dans le bouquin, c'est que des histoires c'est l'histoire entre guillemets de ta vie de coureur et de cascadeur. Donc ça se mélange. Et puis, le début de la carrière de cascadeur, c'est avec un détail. Il y a des mecs qui commencent mieux que d'autres, c'est avec Lelouch. Et pour ceux je leur passerai, je le mettrai dans l'article qui sera joint au podcast. Il y a un début de Un homme et une femme 20 ans après. Et donc, tu m'as appris que c'était sur le circuit d'essai à Turin, à la Fiat. Chez Fiat, oui. Et raconte un peu ces débuts Enfin, tu étais cascadeur avant, mais en tout cas d'être à ton compte et ce premier film, en fait. C'est Claude. J'ai eu un très bon contact avec Claude parce qu'il adore les bagnoles aussi. Donc, on s'est très bien entendu. Il m'a dit, tiens, je vais faire... on a commencé l'année d'avant quand on a fait Partir-Revenir. C'est là qu'on a tourné cette scène de bagnole à Turin. Et il m'a dit, l'année prochaine, on va dans le désert pour finir le film. Moi, j'avais lu le scénar. Ça m'emballait parce que si tu veux aller de faire Paris, Marseille, Alger, Tamanrasset, le Ténéré, Gao, à cette époque-là, en fait, tu étais tranquille, tu n'avais pas de gros problèmes, tu dormais à la baie d'étoiles ou sous une tente. C'est un truc que jamais plus personne fera. Parce que donc dans le film, au début, il y a cette course-poursuite entre Berlin, et donc il y a une photo que je passerai, où il y a tout plein de gens, on ne s'attend pas. Ouais. Il y a Michel Sardou, Michel Sardou, ouais, qui n'a pas joué dans le film, en fait. mais qui était copain, qui était là. Oui, qui était là. Qui c'est qu'il y a d'autres? Bon, il y a Trintignant, bien sûr, il y a toi, Trintignant. il y a Lelouch. Il y a Patrick Poivre-Laror. Oui. Il y a Philippe Dieu-le-Veut, qui entre cette photo-là et le début du tournage avait disparu. Ouais. On n'a jamais retrouvé, effectivement. Et puis Charles Gérard. Oui, aussi. Toujours sur les films de Lelouch. Ouais. Toujours. Et donc il y a ça, et puis après, ça se passe, c'est en parallèle du Dakar, parce qu'il est Trintignant dans le film est toujours pilote. Il est toujours patron de la Scuderia Lancia, en fait. Voilà. On a un partenariat avec Lancia. Et voilà, on part faire des connaissances. À l'époque aussi, il y avait Thierry Sabine qui était venu avec nous, parce que bon, il connaissait bien. Moi, c'était un rival en coupe Porsche, enfin pas en coupe Porsche, mais en rallye avec les Porsche. Et Thierry, je le connaissais depuis longtemps aussi, forcément. Donc, on est parti dans ce désert. Voilà, c'était moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que, comme je te dis, jamais on pourra le refaire. Donc, c'est un truc que tu gardes dans ta mémoire. Il y a déjà à l'époque, Mercedes avait fait un camion énorme avec des phares partout qui roulait à 170 dans le désert. Mais déjà, c'est un truc de fou. J'avais le plaisir de le conduire, donc c'était génial. Et un soir, ils étaient revenus de Gao avec l'hélicoptère qui nous suivait. Et ils sont arrivés à tomber de la nuit. Donc on connaît le danger, malheureusement, de l'hélicoptère et du désert. Ouais. Et ils nous ont appelés par radio en disant qu'ils arrivaient, qu'ils ne voyaient pas grand-chose. Donc le camion Mercedes devait avoir une trentaine de phares dessus. Donc on a allumé pour qu'ils puissent se poser. Et voilà, ils ont réussi à se poser et on sait malheureusement qu'après... qu'à force de tirer sur la corde, ça finit. C'est risqué. Voilà,
Bon, et dans les mecs connus et prudents, parce qu'ils sont toujours là, et puis alors, je vais rebondir avec, donc tu as une période course de circuit, tu as gagné les 24 heures du Mans en GT, Oui. tu as fait beaucoup de rallyes aussi, et Oui, dans le rallye, tu as croisé pour un rallye en Afrique un certain Jean Todt, et vous avez vous avez partagé une chambre et quelques frayeurs, raconte un peu. C'était au Maroc. Maroc, Au pardon, oui, Maroc, oui. oui, oui. Bah, il reconnaissait les rallyes pour Peugeot. Et donc il m'a dit, ça t'embête pas de venir avec moi? Je dis non, bien sûr que non. Donc je travaillais un peu à mi-temps chez mon père, donc c'était plus facile. Et nous voilà partis au Maroc. On a découvert des paysages extraordinaires avec Peugeot, une 504. On est parti de Marrakech. On a fait un peu tout le tour, on est passé à Fès. Et après, on a continué vers Missour, à l'entrée du désert. Et à l'entrée du désert, on est tombé en panne. La pompe à essence qui marchait pas. Donc, j'ai démonté sur le bord de la route, mais elle était rouillée. Donc, je me demande comment c'est possible de se rouiller. Donc, Jean, il me dit, bah écoute, on va essayer de s'avancer au maximum. Et on arrive dans un bled qui s'appelait le Relais Boulman. Et là, Connu mondialement. bah, surtout par sa cuisine. Et donc, on arrive dans ce truc et il y avait une poste. Donc, il téléphone parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc, il appelle le PC Peugeot à Marrakech. Et Marrakech, Missour, ça fait une tirée. Hein. Donc, le gars, il fallait qu'il parte justement avec la pompe à essence et qu'il vienne nous retrouver. Je dis, bon, bah, on voit, il y avait un café où il faisait hôtel. Enfin, bon, il faisait chambre d'hôte. Enfin, c'est pas trop. Hein. C'était en février, il faisait un froid de canard. Donc, on prend la piole. Et puis, je dis, moi, écoute, j'ai faim, genre, je vais m'acheter un truc à bouffer. Qu'est-ce que tu veux mieux? Moi, je veux rien, tu sais comment il est, genre, quand ça va pas trop fort, il est comme ça. Bon, je sors dans le bled, je trouve une épicerie, vraiment avec des boîtes de conserve. Moi, j'achète des boîtes de sardines, rien pour les ouvrir. Et à ce moment-là, je rencontre un professeur de français au Maroc. Et je lui explique un peu ce qu'on fait, et il me dit, viens dîner chez moi, je fais du couscous et tout. Donc, je vais dîner chez lui. Bon, ça dure un peu, puis je dis, excuse-moi, mais... J'ai quand même un copain qui est en train de claquer du bec à l'hôtel. Voilà. Donc, je repars une boîte de sardines, et j'arrive à l'hôtel, bon, tout se passe après. Il me dit, mais qui vous t'était passé? Je me suis inquiété. J'écoute Jean, j'ai trouvé des gens très sympas. Donc, on rentre dans la piole, et effectivement, on a regardé les boîtes, parce que les ouvrir sans pince, c'est pas possible. Donc, il n'a pas mangé. Et puis, on avait nos blousons ciblés, les deux petits blousons jaunes, là, et puis il faisait froid, donc on était serrés l'un contre l'autre dans le lit. Puis d'un seul coup, à minuit et demi, je sais pas, on entend du vacarme et tout, les mecs qui frappent à la porte. Tu sais, c'était des serrures qui étaient des grandes comme ça. Je regarde par la serrure, je vois les mecs, ils avaient des couteaux à la main. Alors, Jean, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il y avait une grosse armoire qu'on a coincée contre la porte, et après on a coincé le lit qui était coincé contre le mur. Donc c'était compliqué de l'ouvrir. Et après ça s'est calmé. En fait, c'est quand même des aventures où il peut t'arriver des trucs incroyables, quoi. Et tu t'en souviens longtemps après d'avoir partagé ce genre de petite aventure. Jean aussi, Ouais. parce que c'est des trucs qui te restent, hein, et pour ça qu'on est resté très très copains. Jean est un mec que j'adore, et puis si tu veux, quand tu vois la carrière qu'il a fait, si tu veux, j'ai eu la chance d'aller chez Ferrari pour voir un peu comment ça se passait. Il vient d'arrêter son... Et les rumeurs, c'est qu'il repart chez Ferrari, peut-être un peu, comme a fait Niki chez Mercedes. Ça ferait peut-être pas de mal. Oui, on est d'accord. Qu'il les secoue un peu. Oui, qu'il les secoue un peu. Parce qu'il y en a marre que ça soit une boisson énergétique qui batte une Ferrari, ça m'embête. c'est vrai, franchement, non. Bon, même si le pilote est exceptionnel, c'est vrai, mais je pense que les voitures sont pas à la hauteur. C'est-à-dire que si t'as pas Verstappen, si t'as pas Hamilton, tu regardes pas les Grands Prix. Voilà, après c'est une procession, les mecs ils sont 30, 40, 50 secondes à un tour. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vrai que j'étais content que ce soit Verstappen, parce que même si c'est un... Non, mais on en pense qu'on en pense, mais il y a du brio, il y a quelque chose. Il est très fort. Et puis c'est bien, ça fait un peu... Puis il ose un peu, parce que le truc aussi, t'as l'impression que t'as la police de la circulation sur le circuit, c'est quand même un peu désolant. On se rappelle pas des duels entre Prost et Senna. Quand Senna, il a mis Prost dehors pour le titre champion du monde à Suzuka, je me suis levé à 4h du matin pour aller à la course, et je me suis recouché à 4h30. Moi aussi, comme ça, tu vois. Donc ça a duré un tour. Donc voilà, et quand il est venu chercher Alain aussi à la chicane,
Bon, c'est Alain qui l'avait bloqué. C'est le jeu. Bah, disons que c'est du vrai sport auto. C'est vrai que Ouais. maintenant, si tu veux, c'est un peu, on est d'accord, c'est un peu désolant. Alors, moi, je voulais rebondir sur, tu retrouves, une des fois où tu retrouves Todd, Jean Todt, c'est sur le tournage de Astérix et Cléopâtre, c'est ça? C'est bien après, parce que je l'ai revu Ouais. assez Oui, oui, souvent non, mais dans une le des temps, fois mais où tu le retrouves. bah oui, parce qu'en fait, il revenait du Brésil, où Michael avait arrêté sa carrière, en fait, la première carrière en 2006. Et donc, il jouait, enfin, il faisait le manager de Schumacher avec le char Ferrari rouge, évidemment. Et c'était un super souvenir. Et là, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, et il était tellement content de me voir que je me suis dit, ça c'est vraiment sympa, quoi. Tu vois, le mec, depuis longtemps que je l'ai pas vu, il est quand même génial. Il était avec Michael. Bon, moi, je parle un peu allemand, et bon, c'était un mec que j'admirais, Michael, hein, forcément. Enfin, je l'admire toujours, mais à l'époque, franchement, il dominait quand même le truc, parce qu'il a quand même crevé au Brésil, il a quand même fait une remontée exceptionnelle. Bon, il n'a pas été champion du monde cette année-là, mais bon, il en a fait tellement que c'était bien. Et donc, en parlant de cinéma, on a discuté un peu avant, et ça m'a amusé, et tu le dis dans ton livre, c'est que c'est pour ça que je dérivais sur Astérix et Cléopâtre. Et là, à l'occasion, tu l'avais déjà croisé sur d'autres films. Tu recroises Monsieur Alain Delon, et ça m'a fasciné, parce que on se connaissait pas, tu as le contact très facile, et tu as une vraie empathie, donc tu as le contact facile, et tu me dis, il y a deux personnes avec qui je n'ai jamais pu tutoyer. Ouais, Et donc, un des deux, c'est Alain Delon. Ouais. Et ça, c'est quand même. Enfin, on le sent quand on le voit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. Bah, c'est que j'étais déguisé, enfin, il est arrivé, bon, je le connaissais, bon, et forcément pas. Il s'est pas trop rappelé ce que j'ai fait, 3 hommes à abattre pour la peau d'un flic, mort d'un pourri, j'ai fait quand même quelques films avec lui. Mais bon, pas sans plus que ça. Et moi, j'étais déguisé en Obélix, avec le gros ventre, les moustaches, la casquette, enfin les nattes. Et il me regarde, et il me dit, dis donc, Gégé, tu viens pas m'embrasser? Je dis, Monsieur Delon, il y a une petite erreur, je suis que la doublure. Il y avait la prod qui était là, et il me dit, et en plus, tu te fous de ma gueule. Évidemment, ça a été une rigolade générale. Et il m'a dit, et à chaque fois que je le voyais le matin, parce que évidemment j'arrivais un peu avant Gérard, je m'habillais et il me disait, ah, salut Gégé. C'est toujours pas Gégé. Je me suis encore fait avoir. Mais bon, Alain Delon, c'est un professionnel hors norme, c'est toujours là à l'heure, il connaît son test par cœur, puis il est imposant, quoi. Les yeux, quand il te regarde en face comme ça dans ce film, c'est très très impressionnant, franchement. Bon, vous avez compris, si vous êtes fan de bagnole, fan de cinéma, fan de course auto, fan d'anecdotes, moi, si vous me suivez, c'est que vous aimez bien les anecdotes autour de ça. Il y en a plein le bouquin. Maintenant, c'est ma signature. Hein. Si vous l'achetez, vous n'êtes pas content, je vous le rembourse. Voilà. Donc, on va passer à deuxième partie, les petites questions. Alors, j'ai repréparé parce que je suis parti un peu vite. Et donc, la première question, c'est du portrait chinois de Jean-Claude Liagnès. C'est l'endroit préféré pour rouler. Présent, passé, futur, c'est quoi aujourd'hui? En circuit, moi je pense qu'au circuit, parce que j'ai plus de plaisir du tout à conduire. C'est-à-dire qu'à l'époque, si sur l'autoroute, je mettais des moments dans les années 70, 71, jusqu'en 71, puis après en 72, j'ai eu les radars. Mais c'est vrai que je pouvais mettre entre 2h05 et 2h10 pour aller à Lyon. Donc, c'est vrai que c'est 250 tout le temps. Bon, comme j'expliquais dans mon livre, le policier qui nous avait suivis en arrivant à Biarritz au Tour de France 69, à l'arrivée du rallye, on prenait 200 sur la nationale, il y avait zéro problème. On s'arrête au feu rouge, le policier vient à côté de nous, dit, ah, franchement, vous conduisez bien, vite sur la route, mais tranquille en ville. Je raconte ça, mais j'ai l'impression que les gens ils me regardent en me demandant si je prends un extraterrestre. Parce que, jusqu'au milieu 72, on avait cette facilité de rouler sans avoir des limitations de vitesse. Et ça, c'est bon. Il y avait moins de monde aussi. Voilà. Ça, c'est. Je pense que tu ne connaîtras pas. Non, mais moi, j'ai pas connu à ce point-là, mais je vois de chaque instant, tout ça s'éteint, et en effet, c'est compliqué
de garder cette fraîcheur. Bon, alors, après, quand on est en région parisienne, c'est l'apocalypse. En province, on peut arriver encore un peu à rouler, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'était quoi? Donc, c'est quoi, du coup, l'endroit, c'est un circuit, donc c'est lequel? Ah ben, j'en ai sélectionné 4. Ah, d'accord. D'abord, j'ai pensé à Montlhéry, parce que d'abord, c'est à côté de Paris, et j'ai tous mes potes qui venaient me voir. J'ai gagné quelques courses là-bas, même si c'est pas un circuit exceptionnel, mais bon, c'était un circuit assez amusant. Et avec le... Alors, je pose des questions, Oui. des gens qui ne savent pas. Le routier ou celui qu'on connaît plus de façon moderne? Moi, j'ai fait le petit 3 km 400, et surtout, j'ai fait le 9 km pour les 1000 km de Paris. C'est ça, oui. 1969, quand même, qui était revenu aux 1000 km, parce qu'avant, il n'avait plus. Et là, j'ai roulé avec une Porsche GT, et j'ai roulé quand même avec des Matra, avec Jacques Brabham, quand même. Je pense Et sur le grand circuit, c'est ce que c'est étroit quand même avec des grosses autos comme ça. Surtout qu'il y a la cuette de Coire, il y a des trucs où... Bon, quand je regarde les classements et je vois les gens qui roulent avec moi, Ramil, tu vois, c'est un truc... Moi, j'ai eu la chance, j'ai roulé avec les pères, les fils, et bientôt j'ai bien roulé avec les petits-fils. Non, c'est magique. Parce que Kelleners, j'ai roulé avec lui quand on a fait le BPR, le championnat du monde BPR en 96, et j'avais roulé avec son père. Tu vois, et maintenant, je sais pas, il y a peut-être son fils qui roule, je sais pas, il faudra que j'aille le voir. Mais c'est vrai que quand je vois tous ces noms-là, je me dis quand même, c'est terrible, quoi. Alors le 2, c'est quoi? Alors le 2, c'est Spa. Ouais, je suis d'accord. Le grand ou le petit ou pareil? Le grand. Le grand Spa, bon, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on peut pas trop imaginer quand on n'y va pas. Bah, disons que c'est le seul circuit où j'ai entendu des femmes pilotes dire c'est un circuit d'hommes. Ah oui, c'est un circuit d'hommes. Bon, c'est quand tu vois le record du Tour de Pescarolo à 262 de moyenne, là, tu te dis qu'il se passe quelque chose quand même. D'ailleurs, pour faire un temps comme ça, avec les voitures de l'époque, mais il fallait être... assez inconscient. Mais c'est pas du tout dégradant par rapport à Henri Pescarolo. C'est juste faut non, arriver à complètement déposer son cerveau au stand oui. et tout couper et y aller, quoi. En prototype, Pescarolo était très 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 fort. C'est un non, mais quand on suit, oui, l'histoire du Mans sous la pluie, machin, c'est quelqu'un qui était capable de faire complètement abstraction et d'aller au-delà du raisonnable. On le dit. Bah, si tu nous, avec l'Alpha d'usine, la GTV 2 litres, on a fait 170 de moyenne sur 24 heures, une voiture qui devait plafonner à 200 ou 210, et avec 7 heures de pluie. Et quand on est arrivé avec... j'avais déjà fait le Tour de France l'année d'avant. Non, 2 ans avant, j'avais fait le Tour de France, on était pas sûr, on avait fait 5-6 tours à Spa. Bon là, je pense qu'on devait être ridicule, parce que c'est... mais non, mais quand tu connais pas, c'est comme quand tu es la première fois au Nürburgring. Oui. On est d'accord. Ouais, moi, je suis encore ridicule après 100 tours, mais je suis encore ridicule. Non, moi j'ai eu la chance de faire le développement de la NSX pour Honda au Nürburgring, et j'emmenais tous les ingénieurs. Pendant une semaine complète, je les emmenais chacun leur tour. Tu vois, les mecs, c'est des fontaines tellement ils ont peur. C'est quand tu connais pas, quand tu montes pour la première fois. Et moi, forcément, j'avais fait tellement de tours que je commençais à aller très vite. Avec la NSX, ça marche en plus. Hein. Et je voyais les mecs qui transpiraient à grosses gouttes et ils trouvaient ça extraordinaire. Hein. Mais ça, c'est vraiment la connaissance de la piste. C'est-à-dire que le premier jour que tu arrives, tu prends ton ticket, ça coûtait 10 Deutschmark à l'époque, tu démarres, il y avait une NSU qui était partie devant moi, avec 4 personnes dedans, avec la Porsche 911, je ne l'ai jamais rattrapée. Je connais ce problème. Parce que ça, tu as tout ça monte. Tu sais, et puis, c'est pas les trajectoires d'un circuit. Rien du tout. Il faut que tu il faut savoir que ce qu'il y a étroit. Derrière anticipe. C'est très, très étroit. Puis après, tu as des grands trucs comme ça, tu vois pas le dos d'âne. Il n'y a aucune visibilité. À chaque fois, tu soulages que tu te dis. À un moment, ça descend à droite comme ça, ça descend. Puis après, ça remonte. Et puis là, tu te dis, je suis couillu, je force un peu, et là, tu te fais la chaleur du siècle. Et là, il y a une épingle à passer, là. Et après, la descente sur le pont d'Adenau, là, c'est... Et après, toute la remontée, c'est un peu moins dur. Mais toutes les enfilades dans la forêt, c'est... La première partie, pour moi, est... L'autre, elle est plus rapide, mais elle est plus facile. Tu mets des guillemets, j'ai pas du tout de niveau. Mais le début, c'est quand même... c'est chaud. Ah oui, c'est très chaud. Il y a des endroits où tu peux perdre la bagnole aussi en étant juste un peu vite. D'ailleurs, ils avaient fait... L'année d'après, on est revenu refaire encore des essais avec la NSX. Ils avaient amené 2 voitures. Il m'avait dit, non, viens mercredi soir, ça ira, on va faire 3 jours seulement. Et bon, je suis arrivé mercredi soir comme prévu, et en fait, ils avaient l'air
ils étaient Et tout plus qu'une pognons. voiture. Ouais. Parce que ils avaient trouvé un essayeur sur le truc, et le mec il l'a mis dans le mur tout de suite. Donc voilà, ils ont dit on aurait dû t'attendre. Que veux-tu que je te dise? Elle était rétrécie de la moitié la voiture, donc donc ça bon, c'est même quand j'ai vu cette année les 24 heures là, bah, c'est du déraisonnable. Là ils ont été obligés d'arrêter la course pendant 7 heures, un truc comme ça. Ouais, bah, à Tellement cause il du pleut. brouillard. La flotte et le brouillard. Ouais. Non, mais ça c'est. Moi, je suis quelqu'un là qui l'a fait avec pas une Skoda, une Dacia. Excellent. Une Dacia. Une Dacia, mais il connaît très très bien le circuit. Quand tu vois les temps qu'il faisait avec une putain ouais. de Dacia, si tu veux, Ouais, quand tu es en ouais. moins de 10 minutes avec une Dacia 1200, si tu veux, c'est quand même pas trop mal, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, alors le troisième circuit, c'est quoi? Alors, troisième circuit, bah écoute, c'est Suzuka. Ah, je connais pas, j'ai pas cette chance-là. Ouais. Suzuka, j'ai fait les 1000 km là-bas. Et c'est. Alors, déjà, Suzuka, t'arrives à Tokyo. Après, tu prends un avion qui va à Nagoya. Et après, tu as un car qui t'attend. Parce que là, il n'est pas question d'une voiture. Si tu parles pas la langue, c'est même pas la peine. Moi, j'ai bien vu dans Tokyo. C'est l'angoisse. J'avais déjà fait une pub là-bas avec des Japonais aussi pour Mazda. Et de temps en temps, tu as marqué Center. Sinon, rien. Il m'avait déposé à l'hôtel, le Shibuya Inn, un très bel hôtel. Le soir, je vais sortir. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tu sors, tu as tellement de monde, tu arrives pour traverser en face, et tu dis, mais je vais jamais arriver en face tellement il y a de monde. Ça m'avait marqué. On a réussi à traverser quand même. Puis après, je me dis, il faut pas que je m'éloigne, parce que si je me paume, là, c'est cuit. Et j'avais réussi à faire. J'étais parti parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient besoin d'un pilote, puis après ils m'ont dit non, c'est pas la peine, on en a trouvé un, et puis finalement, non, ça ne faisait pas l'affaire. Il fallait faire un tas de dérapages, de trucs de 360 avec une voiture, et ils m'ont fait venir en urgence, et c'était la Golden Week. Alors la Golden Week, il faut savoir que c'est une semaine de vacances à Tokyo, où tout le monde est en vacances en fait. Et il n'y a presque personne dans Tokyo, ce qui est extraordinaire. Et ils avaient prévu une semaine pour faire le truc, et le lendemain matin on est parti sur le circuit, et je crois que c'était bon, je suis arrivé le dimanche, je crois, et le lundi on est parti sur le circuit, qui était à 50 bornes de Tokyo, et on a commencé à faire des trucs, et au bout du mardi à 16h, j'avais fini tout ce qu'ils voulaient faire. Donc ils m'ont dit, écoute, t'es venu pour une semaine, on te laisse un interprète et un chauffeur. À la japonaise. Magnifique. Ouais. Je te disais que effectivement, ça c'est un aparté, mais pour aller à Suzuka, après ils viennent te chercher en car, ils t'emmènent sur le circuit, et là tu es en vase clos pendant une semaine pratiquement. Les hôtels ils sont là, les restaurants. C'était quoi en catégorie où tu as couru? Moi j'étais avec une voiture fantastique, qui était la voiture des frères Rook, qui était carrément une Porsche d'usine. D'accord, ok. Voilà, donc voiture merveilleuse, et voilà, c'était très sympa. Et là ça va, tu apprends plus vite que Spa, tu apprends plus vite que tout, mais c'est quand même un circuit où c'est toujours un peu rapide, mais ça franchement c'est. T'aimes bien les circuits rapides? Bah c'est sympa parce que là on avait une super caisse, donc puis là t'as déjà vu des mecs rouler là-bas, tu te dis bon c'est sympa de rouler à Suzuka, voilà, c'est de découverte, hein. Je suis allé qu'une fois, mais franchement ça m'a plu. L'ambiance, les gens sont très fans et tout ça. Ah non, le Japon, c'est une grande. Moi, j'y suis allé qu'une fois, c'est une énorme expérience. C'est déstabilisant. Là, le quatrième. En fait, j'ai mal vu, mais j'en ai 5. J'en ai un qui me plaît beaucoup, c'est Monza aussi, parce que Monza, ça va très très vite. Et surtout, s'il pleut, là, tu peux faire des différences. Alors sur le sec, tu fais pas beaucoup de différence parce que c'est. Justement, c'est vite. Voilà, mais sous la pluie, oui. Sous la pluie, j'aime bien. Monza sous la pluie, c'est bien. Et t'aimes bien la pluie? Ah, beaucoup. Ouais. Enfin, tu m'as dit que t'aimais bien glisser. Excuse-moi, j'ai ouais, pas percuté qu'obligatoirement. J'adore la pluie. J'adore parce que bon, là, tu fais des grosses différences. Ouais, je suis d'accord. C'est là où intellectuellement, c'est bon de sentir qu'on est. Moi, je trouve de mon niveau, on sent beaucoup plus, on apprécie plus cette limite, cette recherche de la limite sur le mouillé que sur le sec. C'est différent. En tout cas, moi, j'aime bien le mouillé. Ouais. Ah ouais, c'est sûr que franchement, c'était super. Voilà. Puis le cinquième, c'est pas du tout un rapide, mais c'est aussi, enfin, c'est un peu, c'est Pau. Ouais. J'adore Pauville.
J'ai aimé Monaco aussi, parce qu'on a fait plusieurs courses à Monaco. Mais Pau, c'est vraiment sympa. Et ces trottoirs. Les trottoirs et tout. Et là, s'il pleut aussi, il faut savoir rouler un peu ailleurs que sur la trajectoire. Et là aussi, tu fais des différences. Voilà. Bon, l'endroit, on a parlé. Et la voiture préférée, ou moto, parce que voiture moi, j'ai fait un peu de moto, puis j'ai arrêté rapidement, parce que tu veux, quand tu te fais cartonner par un mec qui t'a pas vu, tu te fais 37 fractures d'un coup, tu dis bon, je vais faire la queue. Je vais faire la queue. Donc, voilà, je m'en suis bien sorti, donc c'est quand même pas mal. Non, j'ai des voitures que j'aime vraiment. C'est une Porsche Panamera. Ça, c'est vraiment moi, j'ai découvert un diesel, même en diesel, c'est bluffant. C'est vrai que c'est pour rouler, c'est. C'est vraiment exceptionnel comme voiture, surtout en plus les derniers modèles. Plus quand tu roules la nuit, tu vois que ça éclaire, tu crois au monde, quoi, tellement ça éclaire. C'est les mêmes phares d'ailleurs. C'est extraordinaire. Après, bon, moi j'ai une RS6. T'aimes pas trop ça? Non, j'ai pas dit ça, ça y est. Si, un petit peu. Non, mais t'as une voiture de manouche, c'est tout. Non, mais j'aime bien. Non, mais c'est une voiture exceptionnelle. Une RS6 avec la V10 biturbo, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. C'est ce que je. Et puis sinon, il y a une voiture qui. C'est ton côté braqueur, en fait. Voilà, c'est ça, c'est braqueur. D'ailleurs, elle vient d'un film de braqueur. Donc. Oui, on a fait des films de braqueur. Et puis une qui m'a vraiment passionné, c'est la Nissan GT-R. C'est à peu près le même genre. Ouais. Voilà. Donc. Et ça t'arrive très très haut dans les arbres. Ouais. Tellement ça va vite. Ouais, ça va très très vite. C'est très vite aussi. Très vite. Ouais. Bon, et le son de moteur, si tu vas pas me dire un flat 6 quand même. Ah non, le son de moteur, c'est un Matra V12. Ah oui. Et je dois l'avoir sur un disque, faudrait que je le mette en compte. Moi, je les ai entendus, j'ai roulé avec, donc je sais que c'est exceptionnel. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Record vitesse, ou enfin histoire de vitesse, quoi. Je suis sûr que tu vas bien avoir une petite anecdote à me sortir de sous les fagots sur de la. Non, ou sur un circuit. Oui, non, sur la vitesse, ouais, bon, c'est vrai que. Enfin, c'est facile, c'est plus une anecdote à un moment. Non, bon, c'est vrai que quand tu as des grosses voitures qui marchent comme ça, bon, c'est vrai que tu pars du péage, tu es très rapidement à 300, quoi. Bon, après, il faut se calmer. En Allemagne. En Allemagne, bien sûr. Et du péage en Allemagne. Oui, du péage en Allemagne. Il n'y a pas de péage en Allemagne, non. non, mais j'ai vu une vidéo l'autre jour où le mec avec sa Ferrari, il prend 372 en filmant le compteur avec son téléphone. Non, mais bon, après, tu te fais plaisir là-dessus, puis après, bon, mais en Allemagne, j'avais été courir au Schersleben, et tu prends une voiture de location à Berlin, et tu dis, bon, allez, on va rouler, je prends une BM 5, série 530, et tu roules à 200, et en fait, t'as les mecs qui te c'est presque le plus lent. Ta maman avec sa Golf TDI 200 chevaux qui te pousse au cul parce qu'elle est pressée pour aller au boulot. Ouais. C'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Ou les taxis, qui te fait doubler par un taxi à 200, qui est à 200. Non, c'est vrai que c'est amusant. Et à l'époque, quand j'allais chez Porsche chercher des pièces, à l'époque des années 69, 70, 71, j'allais de Paris, je passais par Strasbourg, et après, pas par Strasbourg, c'est comment ça s'appelle, une petite ville au bord de la frontière, et après tu fais Stuttgart, tu faisais 200 de moyenne. Ouais. Voilà. Bon, maintenant avec le trafic en Allemagne, c'est compliqué de tabasser. Il y a souvent du travaux. Travaux, trafic, camion. Non, mais là, c'est vrai. Bon, c'est pas limité, tranquille, mais c'est vraiment sur certaines pensions. Bon, le road trip, moi, je sais déjà, j'ai hâte que tu racontes. Alors, ce que tu voudrais te faire, c'est quoi? Je ferais bien un road trip en moto. Je ferais bien traverser Est-Ouest des États-Unis. Ouais. Et le mec avec qui j'aimerais bien faire ça, c'est Olivier Marchal. Donc, c'est un appel ou pas? Ou t'en as déjà parlé? Non, mais j'en parle de temps en temps avec lui. Il m'a dit, mais il faut que je travaille. Je dis, arrête un peu. Tu vois, c'est vrai. Non, faut vivre. Non, mais ce mec est tellement exceptionnel que je me dis, bon, allez, on se lancerait bien. Depuis, on s'entend très bien. J'ai fait tous ces films. Et puis avoir des choses à se dire, quoi. Oui, ou à pas se dire. On peut se parler en plus. Se parler ou pas se parler. Oui, voilà. Oui. Je pense qu'il est dans la capacité à se parler et aussi des moments où tu ne te parles pas, mais en fait tu te parles. Il suffit qu'on se regarde pour savoir ce qu'on a voilà. à dire. C'est un mec. Non, mais ça, voilà. Je l'avais entendu comme ça. Ouais. Et musique,
T'aimes bien ou pas en bagnole ou pas vraiment, ou t'es plutôt dans tes pensées? Non, moi, je suis pas tellement mélomane en fait. Ce que j'aime bien, moi, je suis l'époque des Beatles, Rolling Stones, ça j'aime bien. Et puis un mec que j'adorais en chanter, c'était Freddie Mercury. Ah, ça va. On est 100% compatibles. Voilà. Voilà. Et film, après, je pense que c'est compliqué, mais un qui est dans ton cœur, que t'aimes bien pour X ou Y raison, ou que t'as fait ou que t'as pas fait, je sais pas. Ça t'a évoqué quelque chose? Moi, j'en ai fait deux gros films américains qui m'ont vraiment passionné. D'abord parce que les Américains sont vraiment des pros. J'ai eu la chance de connaître Frankenheimer, qui avait fait Grand Prix, déjà quand tu vois le film de l'époque. Et après Ronin, il m'a invité chez lui à Beverly Hills, il m'a montré toutes les photos des caméras qui étaient sur les voitures. Mais tu te demandes comment c'est possible, que le mec était couché sur l'avant de la voiture. Non, ça c'est... Alors du coup on est resté très copains, il est décédé rapidement, la pauvre, mais c'était quand même un mec exceptionnel. Et puis bon, évidemment j'ai rencontré Robert De Niro, qui est un mec vraiment, vraiment tranquille, quoi, qui est sympa, qui transpire un peu quand tu l'amènes, parce que moi je l'ai emmené en voiture pendant 1 mois et demi sur Ronin. Moi je conduisais à droite avec un petit volant, il était à gauche en train de faire semblant de conduire. Il était un peu palo. mais pro, sympa. Palo, mais pro, quoi. Non. Ouais. Et Frankenheimer avait fait un truc très drôle dans le circuit dans le tunnel des Halles à cette époque-là, c'était quand même pratique pour maintenant c'est plus possible, on peut plus rien faire d'ailleurs. Donc on faisait une course-poursuite dans le tunnel des Halles, et puis il était pas très chaud, Bob. Alors John il me dit, Jean-Claude, emmène ma femme conduit là sous le tunnel. Alors je l'emmène, je roule avec une Mercedes 500 le plus vite possible, et je la ramène, elle était toute guillerette et tout, et elle descend de la voiture, oh c'est magnifique et tout. Et Frankenheimer lui dit, tu vois Bob, si ma femme peut le faire, tu peux le faire. C'est un petit truc un peu, voilà quoi. Ah ouais, non, tout ça c'est vrai, c'est génial. Franchement c'est... Et bon, Bob a été obligé de condescendre. Et quand tu vois d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où on aurait pu mettre une doublure. Oui, non, Bob, tu restes là. Puis quand j'arrive très très vite, place Cambronne, là où je fais un tête à queue pour suivre la voiture, il est à côté quand même. Tu vois, c'est... Non, c'est... Franchement, non, c'est un mec super, toujours à l'heure. Je connais son texte, c'est exactement ce qu'il veut faire. Franchement, ouais, on rejoint Delon, c'est des gens, c'est pas par hasard qu'ils sont là. Non, c'est pas par hasard. Non, franchement pas. Bon, et puis la dernière, Le Dîner Parfait, c'est qui? Alors, Le Dîner Parfait, j'ai 2 possibilités. T'as droit à 2 dîners, hein, c'est moi qui invite. Oui, d'accord. Non, c'est compliqué parce qu'ils sont plus là, malheureusement. C'est Jean d'Ormesson et John Wayne. Oh, ah oui, je suis... je peux être là même pour servir. Jean d'Ormesson, qui brille intellectuellement. 95 ans, tu l'écoutes parler. Une vivacité intellectuelle et un brillant intellectuel. Oui, non, mais c'est un puits de science, hein, non, franchement, là. Moi, j'ai écouté beaucoup de ses trucs, j'ai lu un peu ses ouvrages, mais franchement, c'est un mec qui... On se dit, j'aimerais vieillir comme ça. Je sais pas pour toi, mais moi, voilà, je me dis... c'est... Non, parce qu'à son âge, à 95 ans, comme il était, tu te dis quand même, le mec, il est solide, quoi. Complètement d'accord avec toi. Et John Wayne, pourquoi? Parce que ça représente le cinéma américain. Voilà, c'est un mec que j'ai... La légende. J'ai connu... J'étais petit quand j'ai commencé à voir ses films, hein, et je sais pas, pour moi, c'était... voilà. La légende, c'est toucher une étoile, quoi. Ouais. Voilà. Bon, alors on a fini mais on pourrait rester à discuter, mais il faut qu'on soit raisonnable. Il vous en a rajouté qui ne sont pas dans le bouquin, mais il y en a qui sont dans le bouquin dont on n'a pas parlé. Il n'a pas besoin de ça, mais faites-vous plaisir, achetez, c'est vraiment top sympa, vous trouvez partout sur Internet. Moi, je l'ai acheté à la FNAC, donc pour vous dire, c'est vraiment partout. Profitez-en, et j'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi, j'en ai passé un super. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je t'en prie, c'était sympa. Merci.